Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Forums France-Inde. Société, économie, politique et culture, chaque mois nous vous proposons un nouveau sujet, toujours pour parler de l'Inde et toujours en français. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur notre site internet. Pour le trouver, tapez les Forums France-Inde sur Google et vous pourrez même vous inscrire à notre newsletter mensuelle. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne écoute. À l'occasion de la venue du Premier ministre indien Narendra Modi à Paris, invité par Emmanuel Macron pour la fête du 14 juillet, ne manque pas de faire débat sur le plan de la géopolitique. Au Forum France-Inde, dont l'objectif est de témoigner à la fois autrement de ce qui se passe en Inde et de sortir des clichés simplificateurs, nous avons à cœur de montrer ce qui se passe, souvent sous les radars de l'actualité, ce qui est autre chose que de la propagande ou du politiquement correct. Je m'appelle Jean-Louis Lavergne et je me fais le porte-parole des Forums France-Inde en invitant Christophe Jaffrelot, spécialiste du continent indien, afin d'éclairer les personnes qui s'intéressent à l'Inde sur les raisons de ce débat lié à l'invitation de Narendra Modi, sur la situation de l'Inde, un pays dont on parle toujours comme la plus grande démocratie du monde. Christophe Jaffrelot, bienvenue dans ce podcast. Tu es un politiste dont les analyses sont bien connues des Amis de l'Inde. Tu es directeur de recherche au CERI, professeur à Sciences Po, professeur au King's College à Londres, et tu interviens dans différents think tanks, y compris aux USA. Tu éclaires aussi, je crois, le Quai d'Orsay de tes analyses. Tu connais l'Inde sur le bout des doigts, et on peut dire, et on doit dire, que tu es un ami de l'Inde, puisque tu as consacré, et tu continues de le faire, toute ta vie professionnelle. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur le continent indien, dont l'Inde de Modi, et tu as même une chronique régulière en anglais dans le journal indien Indian Express. Christophe, quand tu as appris que le Premier ministre indien a été invité par Emmanuel Macron en grande pompe le 14 juillet, notre fête de la liberté, tu as publié une tribune dans Le Monde qui titrait, je cite, « Miser sur l'Inde est un calcul de court terme pour la France ». Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les raisons de cette déclaration et sur les conséquences possibles de cette visite qui te semble inappropriée et qui va totalement à contre-courant de ce qu'on va lire certainement dans les journaux, puisque j'ai vu que même Joe Biden invite Modi. Oui, bien sûr. Alors, pour, je dirais, mettre en perspective cette visite, il faut remonter un peu dans le temps et rappeler que la relation France-Inde est une relation stratégique. Il y a même un partenariat stratégique qui a été noué entre les deux pays en 1998. Et que l'une des grandes raisons du rapprochement qui ne cesse de s'intensifier depuis, c'est naturellement la peur de la Chine, la relation à la Chine. Et les deux pays ont un intérêt commun dans cette affaire. L'Inde parce qu'elle est frontalière de la Chine et que pouvoir s'appuyer sur des puissances, même moyennes, comme la France, pour résister à cette poussée chinoise, c'est très important, au plan militaire notamment. Et puis pour la France, qui est puissance résidente de l'océan Indien, où vous avez, à travers les îles de la Réunion, Mayotte, des résidents français en très grand nombre, plus d'1 million, eh bien c'est aussi une façon de se renforcer si loin de l'Hexagone. Alors, quand on cherche justement à voir pourquoi est-ce que cette invitation fait débat, on ne remet pas en cause, bien sûr, la nécessité pour la France et pour l'Inde, en tant qu'État-nation, de se concerter, de coopérer, de collaborer.
Mais les motivations de cette coopération et puis le choix du 14 juillet sont les deux choses qui méritent d'être discutées et qui, par parenthèse, ne le sont absolument pas. Dans aucune enceinte institutionnelle française, on n'a toujours pas de débat sur ce genre de sujet au Parlement, par exemple. La première question, c'est celle du moment. Le 14 juillet, fête de la liberté, qui sera donc honorée de la présence d'un chef de gouvernement qui remet en cause les libertés dans son pays. Et ça, on y reviendra longuement dans cet entretien, je ne veux pas l'aborder maintenant. Par contre, il y a un deuxième point qui fait débat, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt d'un pays? Oublions les valeurs, oublions la liberté, parlons de réel politique. Et ça, c'est une discussion qui mérite d'être, je dirais, mise sur la place publique. Est-ce que, justement, la Chine, qui justifie une partie de ce rapprochement, est véritablement un pays auquel l'Inde a tellement besoin et envie de s'opposer? Aux États-Unis, le débat a lieu. Aux États-Unis, le débat a lieu. Et un grand spécialiste du sujet, Ashley Tellis, qui appartient à la Carnegie, dit c'est un mauvais pari parce que l'Inde ne viendra jamais en aide aux États-Unis face à la Chine. Et donc, quand on se pose la question de l'intérêt à soutenir un régime autoritaire comme celui de l'Inde en termes de géopolitique et de balancing, comme on dit en anglais, de la Chine, eh bien, on peut tout de même s'interroger sur la pertinence de cet intérêt. Alors, d'autres diront, et je pense qu'ils sont dans le vrai, que l'intérêt n'est pas tant géopolitique que économique et que ce que la France, à court terme, cherche à obtenir, ce sont des contrats, des grands contrats. Et dans quelle mesure cet intérêt de court terme est au service des intérêts de long terme de la France? Est-ce que armer l'Inde aujourd'hui, ça n'est pas hypothéquer l'avenir? C'est bien l'hypothèse qu'il faut explorer et que l'on se garde bien d'évoquer. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet aspect justement géopolitique, l'intérêt de se protéger de la Chine? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution de ce qu'on appelle le multilatéralisme ou le plurilatéralisme, où finalement on se pose plein de questions maintenant? Autrefois, c'était quand même plus simple, hein. Il y avait deux blocs, maintenant il n'y a plus de blocs, et on voit bien que chacun essaie de se positionner. Alors la France et l'Inde ont justement en commun de privilégier ce qu'elles appellent l'autonomie stratégique. C'est-à-dire que on ne veut, ni en France ni en Inde, dépendre trop directement d'une grande puissance. La France manifeste ce désir d'indépendance, d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. L'Inde va encore plus loin et vient de plus loin, puisque pour elle, c'est l'héritage du non-alignement, le refus d'appartenir à un bloc. Ni le bloc soviétique, ni le camp occidental n'ont jamais connu, n'ont jamais compté dans leur rang la puissance indienne. Donc, effectivement, on est dans un monde qui n'est plus aussi bipolaire qu'il l'a été et où des pays qui cherchent à faire valoir leur autonomie stratégique peuvent avoir une marge de manœuvre. Dans le cas français, quand même, c'est un peu plus difficile, car la France fait partie de l'OTAN, elle a au sein de l'Union européenne quantité de partenaires qui sont des fervents partisans des États-Unis, tandis que l'Inde, bien sûr, elle n'a jamais été dans aucune alliance et peut se permettre d'autant plus facilement d'être, comme elle le dit, plurilatérale.
Alors, plurilatéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde multipolaire, on peut faire affaire en fonction des dossiers avec des pays très différents les uns des autres. Donc, l'Inde est proche de la Russie du fait de ses fournitures d'armes. La Russie reste le premier fournisseur d'armes en stock de l'Inde. L'Inde est proche des États-Unis, ne serait-ce qu'à travers sa diaspora, bien sûr, mais aussi à travers le rapprochement géopolitique, géostratégique qui l'a conduit à rejoindre le Quad, une alliance minilatérale, enfin plutôt un partenariat minilatéral qui regroupe États-Unis, Australie, Japon et Inde. L'Inde est aussi finalement très dépendante de la Chine, qui est son premier partenaire commercial, avec lequel d'ailleurs elle enregistre un déficit commercial considérable. Bref, il y a là une multipolarité du monde qui permet à l'Inde de jouer la carte du plurilatéralisme ou du multi-alignement. On utilise toutes sortes de termes pour qualifier la stratégie indienne. Et ça lui permet, espère-t-elle, d'être courtisée par tous sans se lier les mains d'aucune manière, car elle n'a signé aucun traité, elle n'est membre d'aucune alliance, et donc elle cherche surtout à ce que le monde reste multipolaire. Le grand défi qui pèse sur la stratégie indienne aujourd'hui, c'est la bipolarisation croissante du monde, parce que le jour où la Russie ne sera plus en mesure de fournir les pièces détachées dont ont besoin les Sukhoi, les tanks, les sous-marins russes que possède l'Inde, eh bien, elle sera poussée dans les bras de l'Occident encore plus. Le jour où la Chine sera encore plus agressive qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'elle continuera à empiéter sur le territoire indien en Himalaya sans qu'on puisse faire comme si on ne le voyait pas, eh bien là aussi, l'Inde va être d'autant plus poussée dans les bras des Occidentaux. Donc on a une stratégie indienne de plurilatéralisme qui devient tout de même délicate dans un monde de plus en plus bipolaire, avec d'un côté Russie-Chine et de l'autre les États-Unis et leurs partisans. Mais c'est quand même à ce plurilatéralisme, à ce multi-alignement que l'Inde continue de vouer sa politique étrangère. L'Inde est devenue finalement le pays le plus peuplé de la Terre. Est-ce qu'on n'est pas dans une même logique qu'à une certaine époque où la Chine se redéclarait l'empire du milieu et que finalement maintenant l'Inde, un habitant sur Terre sur 6 est indien? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'Inde se perçoit maintenant comme la future première nation du monde, comme la future première puissance du monde? Alors, oui, la démographie, c'est un atout, mais c'est aussi un fardeau. Et l'un des grands problèmes de l'Inde aujourd'hui, c'est précisément de se retrouver avec une population considérable, mais qui n'a pas réussi à la scolariser, cette population, à l'éduquer, avec aujourd'hui, du coup, un niveau de productivité par tête assez bas, un niveau de revenu par tête assez bas. Hein. L'Inde est passé derrière le Bangladesh en termes de revenus par tête. On est sur un appauvrissement tendanciel qui est lié aussi au fait qu'on n'a pas réussi à faire la révolution industrielle que tous les pays finissent par accomplir d'une manière ou d'une autre. Hein. On a encore 2 tiers de la population qui est rurale, une contribution de l'industrie au PNB qui ne cesse de s'éroder, qui est passée à 15% du PNB. Donc, on est en phase de désindustrialisation avant d'avoir même réussi à s'industrialiser. Donc, on a une puissance démographique, mais qui n'est pas une puissance, en fait, qui est plutôt un fardeau. C'est un poids numérique, mais ce n'est pas un poids qui peut être un atout, un support pour se développer. Et le signe de cela, c'est aussi le chômage des jeunes, qui est considérable, avec parmi les 15-24 ans, un tiers de sans-emploi, une participation des femmes à la main-d'œuvre qui est au-dessous de 16%, c'est-à-dire on est au niveau
des pays du Moyen-Orient où l'on voit les taux les plus bas en termes de participation des femmes à la force de travail, les nombres, la démographie n'ont de sens que si on peut faire valoir ce qu'on appelle le dividende démographique. Et le dividende démographique, qui est le ratio entre les 15-49 ans et le reste de la population, eh bien, il ne peut véritablement donner toute sa mesure que si on éduque cette population. Et il y a un déficit éducatif qui reste patent et qui pèse sur la productivité indienne. Avant de repasser d'ailleurs sur l'idée de l'Inde en tant que telle, la relation avec l'Inde, tu te soulignais tout à l'heure que, en fait, comme on le dit souvent, et je pense que c'est De Gaulle qui avait dû le dire à l'époque, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Est-ce qu'on n'est pas totalement dans ces logiques-là? Et l'intérêt actuellement, il est économique. La France a besoin d'une balance commerciale meilleure. Et on voit bien la différence d'ailleurs avec l'Allemagne là-dessus. Et on sait très bien que les armes, on est, je crois, le deuxième producteur d'armes au monde, ou exportateur, je ne sais plus trop, mais finalement, on a besoin de cela aussi pour l'économie française. Donc, est-ce que ce n'est pas la raison, tu l'as évoqué, est-ce que c'est la raison principale? On vend beaucoup de choses aux Indiens qui ont déjà d'ailleurs beaucoup acheté aux Russes. Est-ce que ce n'est pas aussi logique là-dessus que Macron honorifie au maximum, évidemment, une manifestation, il va y avoir un défilé, je crois que Macron doit défiler avec Modi sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est un moyen aussi pour lui de favoriser les contrats? Certainement. Et ce ne sont pas que des contrats d'armement qu'il y a à la clé, c'est aussi des contrats d'aéronautique, et on a vu des très grands contrats pour Airbus ces temps-ci. Là, l'intérêt, la réelle politique, elle donne toute sa mesure. La grande question qu'on peut se poser en tant que citoyen, c'est dans quelle mesure ceci a été le fruit d'un débat public, d'un consensus. Est-ce que ça faisait partie du mandat? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Quelles en sont les implications? Les implications sont de très long terme lorsqu'on devient le partenaire d'un pays comme l'Inde au niveau de fourniture d'armement très sophistiqué. Ceci est-il validé par la communauté nationale? La France a tendance à ne pas mettre dans le débat public des enjeux de très long terme comme celui-ci. Rappelons-nous le moment pas si lointain où la France était sur le point de vendre des frégates Mistral à Vladimir Poutine. C'est quand même il y a 10 ans de ça, c'est pas si loin. Nous aurions aujourd'hui ces frégates en face de nous dans cette guerre que Poutine a déclarée. Et ce n'est pas la représentation nationale qui a empêché que ça ait lieu, ce sont nos alliés. Parce que la représentation nationale ne se saisit pas de ces débats. Ils n'ont jamais lieu. Et pourquoi d'ailleurs ces débats, on n'en parle pas beaucoup déjà dans les médias, il y a une grosse amélioration depuis ces 2 dernières années, mais dans le débat public chez les parlementaires, il n'y a personne qui soulève les choses. Il y a personne. Pourtant, tu as été audité toi-même auprès du Sénat, je crois, assez récemment. Est-ce que ça a des impacts? Tu es conseiller au Quai d'Orsay. Est-ce que ça a des impacts de dire ce que tu as l'habitude de déclarer? Les impacts sont forcément limités de long terme, mais que les parlementaires ne s'emparent pas davantage des questions géostratégiques, c'est tout de même préoccupant. Et c'est vrai, le Sénat est plus porté au sujet que l'Assemblée nationale, mais ces rapports sont à peine suivis des faits. Il y a eu des rapports du Sénat tout récemment, il y en a eu un sur l'Indo-Pacifique, par exemple. Mais nous ne sommes pas dans un système parlementaire. Nous sommes dans un système semi-présidentiel, où la décision revient à un petit nombre de personnes et où, du coup, les débats n'ont guère lieu qu'à travers les médias, beaucoup plus qu'à travers les institutions représentatives. Et c'est pourquoi c'est dans les médias, sur la scène médiatique,
que l'on doit porter la discussion parce que c'est le seul endroit où elle peut avoir lieu. Est-ce qu'en Allemagne, par exemple, ou en Europe d'une manière générale, est-ce que ces débats ont lieu? Ah Parce qu'en oui, fait, oui. ah oui, ah oui, il n'y a aucune comparaison. Mais aussi parce que les partis politiques allemands sont irrigués en termes d'idées. Chacun a sa fondation qui alimente la réflexion. Les parlementaires du Bundestag sont aussi beaucoup plus internationalisés. Nous avons, nous, une représentation nationale qui, hormis les députés de l'étranger, connaît très mal le reste du monde et s'y intéresse assez peu. Donc, on a là un vrai décalage. Pareil avec la Grande-Bretagne, bien sûr. Sur le plan intérieur, maintenant, j'aimerais que tu nous dises un peu, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, on a évoqué ce cliché de la plus grande démocratie au monde. Souvent, c'est contesté dans tes déclarations et dans tes analyses, et dans les analyses aussi de beaucoup de chercheurs. Et pourtant, ce cliché reste ancré à l'Inde. Et on peut répondre assez simplement, eh bien, il y a des élections, il y a des gens qui sont élus, il y a des parlementaires qui sont élus, et donc c'est ça la démocratie. Est-ce que tu pourrais démystifier ce cliché que nous avons tous à appliquer sur l'Inde et nous donner quelques précisions? Résumer la démocratie à l'élection, c'est évidemment réducteur. La démocratie, c'est un Janus à deux faces. Il y a d'un côté, bien sûr, la dimension démotique, le démos, le peuple, désigne ses dirigeants, mais il y a aussi la dimension état de droit, la dimension constitutionnelle, institutionnelle, qui implique un équilibre des pouvoirs, qui implique une séparation des pouvoirs. Alors que là, Montesquieu nous l'a dit il y a quand même très 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 longtemps, un régime politique où l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne seraient pas séparés ne peut pas prétendre au statut de démocratie. Oui, mais alors toi-même, tu parles dans tes livres ou dans tes déclarations de démocratie autoritaire ou de démocratie ethnique ou de C'est ça. démocratie illibérale. Qu'est-ce que ça veut dire d'associer ces deux mots? Ça n'a plus de sens à ce niveau-là. Eh bien, c'est précisément parce que quand quand les deux faces de la pièce ne sont plus en accord, on a un morceau de la démocratie, mais on n'a pas l'ensemble. Et donc, il faut qualifier la démocratie. On a ce qu'on appelle des démocraties à épithète. Et de fait, on a aujourd'hui un versant démotique qui continue de prévaloir. Il y a des élections. Il y a des élections tous les 5 ans et on désigne ainsi le responsable du pouvoir. Mais cette dimension démotique, elle est problématique de deux points de vue. D'abord, les élections ne sont pas aussi concurrentielles qu'elles l'ont été, et pour deux raisons. Premièrement, la scène médiatique est maintenant concentrée entre quelques mains, les mains d'hommes d'affaires proches du pouvoir. Et donc, du coup, la couverture des campagnes électorales de l'opposition n'est pas du tout comparable à la couverture de la campagne de ceux qui sont au pouvoir. Et deuxièmement, les moyens financiers dont dispose le parti au pouvoir, le BJP en l'occurrence, sont bien plus considérables que ceux de l'opposition. En 2019, lors des dernières élections, le BJP a dépensé 3,5 milliards de dollars. C'est parmi la campagne électorale la plus coûteuse de l'histoire du monde. L'Inde, Oui, c'est plus que les États-Unis. c'est le niveau des États-Unis. En fait, il n'y a guère que la campagne d'Obama qui, la première, a coûté plus dans l'histoire du monde. Alors qu'on est dans un pays, évidemment, pauvre, si on fait le revenu par tête moyen. Alors, ça permet de saturer l'espace public et d'utiliser d'autres médias que les médias habituels, les médias sociaux notamment, qui saturent vraiment l'espace public. Donc, les élections ont lieu, mais elles ne sont plus aussi concurrentielles qu'avant. Et surtout, entre les élections, on voit tout le versant libéral
s'éroder. Et c'est pour ça qu'on parle de démocratie illibérale. Alors, c'est une contradiction dans les termes. C'est pour dire que vous avez encore de l'élection, mais que vous avez en parallèle de l'autoritarisme, ou entre les élections, de l'autoritarisme. Et d'ailleurs, moi j'aime mieux parler de démocratie autoritaire ou d'autoritarisme électoral. Hein. Certains disent démocrature, il y a toutes sortes de termes qui ont été maintenant inventés, mais le point important c'est quoi? C'est que vous n'avez plus la séparation des pouvoirs qui garantit la démocratie. Le pouvoir judiciaire a été émasculé. La Cour suprême ne peut plus désigner des juges qui ne seraient pas au goût du pouvoir. Bien sûr, on continue à laisser les juges désigner les juges, mais ceux qui ont été choisis par les pairs, par leurs pairs, membres de la Cour suprême, eh bien leur nom n'est pas validé par le pouvoir lorsque on en arrive à ce stade ultime de la désignation, de l'officialisation de la composition de la Cour suprême. Résultat, vous avez une Cour suprême qui maintenant ne s'oppose plus jamais au pouvoir. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire de l'Inde. Dans l'histoire de l'Inde, depuis 1947, le pouvoir judiciaire a fait plier le pouvoir exécutif à maintes reprises. Rajiv Gandhi lui-même a quitté le pouvoir, n'a pas été réélu suite à des démêlés judiciaires pour des affaires de corruption. C'est fini, ça. On n'a pas eu depuis 2016 un seul verdict, une seule décision contraire au pouvoir exécutif. Et ou bien parce que on a validé des pratiques largement illégales, ou bien parce qu'on n'a pas donné de verdict. Par exemple, quand la loi sur la citoyenneté a été révisée en 2019, faisant en sorte que seuls les non-musulmans réfugiés en Inde, depuis le Bangladesh, l'Afghanistan ou le Pakistan, seraient éligibles à la citoyenneté indienne, il y a eu des recours immédiats. Eh bien, depuis 2019, 4 ans plus tard, il n'y a toujours pas de décision rendue par la Cour suprême qui préfère ne pas s'opposer au pouvoir exécutif. Donc, on est dans un système où il n'y a plus l'état de droit qui procède de la séparation des pouvoirs. Mais ce n'est pas le seul problème. Vous avez la question, évidemment, de la diversité des médias, et j'ai mentionné le fait que maintenant, nous avions des oligarques qui possédaient l'essentiel des médias, et ces oligarques sont proches du pouvoir. Les ONG n'ont plus accès aux fonds étrangers, et finalement, d'un pays d'ONG, l'Inde a changé de cap, et 2 tiers des ONG ont dû mettre la clé sous la porte. Oui, on a vu ça dans un webinaire, d'ailleurs. Et un webinaire des forums de l'Inde, des forums français ont pu l'illustrer. Oui. Il y a la question de la liberté académique aussi qui est en cause, puisque les universités ont perdu les marges de manœuvre qu'elles avaient, l'autonomie qu'elles avaient. Et puis, il y a la question qui nous conduit à parler de démocratie ethnique, du majoritarisme. Alors là, c'est une autre épithète qu'on accole à la démocratie, au mot démocratie en Inde. La démocratie ethnique, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais le majoritarianism, le majoritarisme. C'est quoi? Eh bien, c'est faire coïncider la majorité culturelle, religieuse, avec la majorité politique. C'est un mot qui nous vient d'Israël, et ce n'est pas surprenant, puisque Israël est de droit une démocratie ethnique. C'est une démocratie parce qu'on y vote, mais c'est aussi une démocratie où les citoyens ne sont pas égaux. Les citoyens de confession non juive, à commencer par les musulmans, eh bien, n'ont pas les mêmes droits que les citoyens juifs. Et d'ailleurs, Israël est un État juif. Alors l'Inde n'est pas un État hindou, mais l'Inde est de fait travaillée par le majoritarisme, de fait et de droit de plus en plus. Mais de fait, parce que vous avez un réseau nationaliste hindou, de ce qu'on appelle des vigilantistes, qui impliquent une police culturelle empêchant les musulmans de fréquenter les femmes hindoues, empêchant les musulmans d'habiter dans les quartiers mixtes à majorité hindoue, empêchant les fermiers musulmans d'acheter des bovins, et certains qui l'ont fait sont poursuivis, pourchassés, parce qu'on pense
qu'ils vont conduire ces bêtes à l'abattoir, et on a eu des cas de lynchage de musulmans, de fermiers musulmans accusés de cette façon. Bref, la minorité musulmane se retrouve ravalée à un statut de citoyen de seconde zone. C'est une démocratie ethnique par excellence, l'Inde, aujourd'hui. Parce qu'on continue à voter, mais c'est la majorité hindoue qui, de majorité culturelle, devient majorité politique. Et c'est évidemment contraire à l'esprit de la démocratie. Démocratie ethnique, c'est une démocratie, c'est aussi une formule qui est une contradiction dans les termes, comme la démocratie libérale. Une démocratie est faite de citoyens égaux en droit. Ils sont en droit égaux, mais de fait inégaux. Et même en droit, c'est de moins en moins vrai. J'ai évoqué cette loi qui réforme l'accès à la citoyenneté indienne. Les non-musulmans sont seuls maintenant parmi les réfugiés éligibles à la citoyenneté indienne. Et vous avez d'autres exemples qui vont dans le même sens. On ne peut plus se marier d'une autre religion aussi facilement qu'avant. Il y a des lois qui rendent cela plus compliqué dans les États gouvernés par le BJP. On ne peut plus se convertir à une religion autre que l'hindouisme aussi facilement qu'auparavant. Il faut demander l'autorisation du préfet, qui évidemment ne la donne pas systématiquement. Donc, ce n'est pas seulement de fait, c'est aussi de droit de plus en plus. Hein. La démocratie s'ethnicise en Inde. Dis-moi, c'est quand même un tableau assez noir. Tu nous décris de l'Inde alors que on est tous, à travers les voyages, à travers les études, à travers les livres, à travers ce que chacun a vécu, dans en particulier tous les espaces que l'on rencontre, tous les gens qu'on rencontre qui, qui, euh, qui aiment parler de l'Inde, qui ont voyagé en Inde et qui aiment ce pays. On l'aime, tableau, et on aime les Indiens, bien sûr. qu'est-ce qui fait qu'on peut encore rêver, continuer de rêver après un voyage ou après avoir envie d'aller voyager dans ce fantastique continent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en dehors de ce tableau qui est finalement assez sombre? Est-ce que c'est un passage pour toi? Est-ce que c'est une période difficile à vivre ou à supporter, y compris évidemment pour les Indiens d'abord? Comment tu ressens l'avenir de ce pays? Le point de non-retour n'est pas atteint. La tendance n'est pas irréversible. Mais chaque jour qui passe rend quand même le retour au statu quo ante plus difficile. Et on peut se demander si une alternance au pouvoir, hein, un changement de majorité suffirait à inverser la tendance. La question se pose parce que on a quand même aujourd'hui un processus de pénétration de la société et des esprits de plus en plus profond. Les manuels d'histoire sont revus de telle sorte que les élèves apprennent des choses qui biaisent leur conscience de citoyen. Un exemple parmi d'autres, Jawaharlal Nehru, le premier ministre de l'Inde, est sorti de l'histoire indienne. Et finalement, quand on parle de lui dans les débats publics, quand les officiels en parlent, c'est chaque fois pour le dénigrer, de sorte que tout ce qu'il aura apporté au pays finira par disparaître de l'écran radar. C'est un exemple parmi bien d'autres, mais il est important parce qu'il vous montre comment des générations de plus en plus nombreuses ne vont pas connaître leurs racines démocratiques ou reconnaître leurs racines démocratiques aussi facilement. Deuxièmement, vous avez un autre grand sujet qui est la pénétration de ces mouvements de vigilantistes au niveau local. Ils prennent racine, ils s'insinuent dans le tissu social, ils contrôlent la société au niveau local. Est-ce que un gouvernant
d'une couleur politique autre pourra éradiquer ce qui ressemble de plus en plus à une forme d'osmose sociétale où il y a une idéologisation de la vie locale. Le politique ne peut pas tout. Et d'ailleurs, le mouvement nationaliste hindou ne porte pas un intérêt particulier aux politiques. L'État, c'est une superstructure un peu artificielle. Ce qui compte, c'est de convertir la société aux idées nationalistes hindous. Et ça se fait. Ça se fait de plus en plus profondément dans le Nord et l'Ouest. Alors, oui, parce que les États sont quand même, disent souvent que les États sont aussi différents que l'État fédéral. Voilà. Alors, c'est le point sur lequel je voulais terminer ce raisonnement. C'est que s'il y a quand même un espoir, ou en tout cas un levier, c'est bien là, c'est bien le fédéralisme. Alors, on assiste à une centralisation du pouvoir considérable. Il faut remonter à Indira Gandhi et encore pour voir autant de prérogatives captées par le centre. Mais quand même, il y a un État fédéral, il y a des États fédérés, et aujourd'hui, la coupure nord-sud est spectaculaire. Le BJP ne gouverne aucun État du Sud. Le Sud est en révolte contre le Nord. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh et en partie Maharashtra. Ce sont des États qui échappent au BJP, se dressent contre certains de ses principes idéologiques et politiques. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça finisse par donner des tensions très vives. Et il y aura bientôt un test de grandeur nature. Le Parlement va être saisi d'un redécoupage de la carte électorale en fonction de la démographie. Et la démographie est beaucoup plus dynamique dans le Nord que dans le Sud. Et donc, le nombre de sièges au Parlement désignés par des électeurs du Nord va augmenter au détriment du Sud, ce que le Sud ne va pas accepter. Et on va avoir une tension d'autant plus vive à ce moment-là. Ça peut être un contrepoids. En tout cas, aujourd'hui, c'est le contrepoids, c'est que c'est vraiment au niveau des États, au niveau du pouvoir des États, que l'on retrouve une marge de manœuvre. Est-ce que la personnalisation très forte du pouvoir à travers la personne de Narendra Modi n'est-elle pas aussi un élément qui peut un peu rencontrer une forme d'opposition, ne serait-ce que quand on voit, on en a très peu parlé d'ailleurs en France, hein, l'inauguration du nouveau Parlement où Narendra Modi est apparu comme un roi ou comme un empereur avec un sceptre en or. Est-ce que cette extrême personnalisation ne peut pas non plus exacerber les esprits alors que jusqu'ici c'est plutôt un système qui était en place? Quel est ton sentiment là-dessus? Je pense que c'est quand même sa carte maîtresse, hein. C'est la carte maîtresse du BJP, la personnalité de Narendra Modi. Là, on retrouve tout un pan de la culture politique indienne. C'est-à-dire que c'est une culture politique qui est très respectueuse de l'autorité, qui vénère le charisme. Et le charisme a différentes facettes. Dans le passé, le Mahatma Gandhi était le chef charismatique par excellence. Vous cherchez dans l'histoire du monde des hommes qui ont pu avoir un charisme comparable et vous en trouvez très très peu. Le Mahatma Gandhi a véritablement galvanisé des millions d'hommes par son simple style de vie, par sa simple parole. Modi, c'est un autre style, mais c'est aussi du charisme. Alors, avec des facettes, hein, c'est à la fois l'homme fort qui se dresse pour défendre la nation contre le Pakistan, mais c'est aussi le pater familias qui, tous les mois, parle à l'oreille des Indiens à la radio pendant parfois des heures, dans un programme Man Ki Baat qu'il a créé dès 2014, dès qu'il a pris le pouvoir. Mais là, c'est pas le même Gandhi, c'est pas le même Modi, hein, c'est pas l'homme fort et l'homme musculeux. C'est au contraire carrément le conseiller familial, c'est le gourou.
il parle comme un gourou, il a le prestige du gourou, et son vocabulaire d'ailleurs hein, est très proche de celui des gourous télévisés ou télévisuels qui occupent les chaînes de télévision. Donc je pense que on a au contraire, avec Narendra Modi, la preuve que dans la politique indienne, dans la société indienne, le charisme paye, qu'il n'y a pas de limite. Ce que nous voyons comme de la personnalisation du pouvoir, comme une sorte de propagande, c'est perçu par la majorité des soutiens de Narendra Modi comme du prestige. Hein. Et la vraie question, c'est véritablement celle de l'après-Modi. Parce que quand un homme politique tient à ce point les rênes du pouvoir grâce à la popularité qu'il retire de sa parole, de ses actions, il est très difficile pour le parti qui l'aura construit ou conduit de le remplacer. C'est d'ailleurs pas unique comme situation. En fait, l'Inde est en train d'illustrer un cas assez général à l'échelle du monde, que ce soit la Turquie d'Erdogan qui vient de remporter à nouveau les élections, ou Israël de Netanyahou qui est de retour au pouvoir, ou les cas comme celui d'Orban en Europe, on a un nouveau type de système politique qui se construit, où l'homme fort, charismatique, qui prend le pouvoir est un populiste, généralement un national-populiste, hein, un populiste qui ne défend pas toute sa nation, qui ne peut pas représenter tout le peuple, mais qui incarne la majorité culturelle, ethnique, religieuse de ce même peuple. Il a la dévotion d'une majorité courte, souvent très courte, mais d'une majorité quand même de ses citoyens. Et une fois qu'il est au pouvoir, eh bien de cette légitimité que le scrutin, que le suffrage universel lui a donnée, il tire une autorité. Et cette autorité lui va de concentrer le pouvoir dans ses mains et puis celle de quelques affidés. Et on passe du populisme à l'autoritarisme. Et à chaque élection, on rejoue la carte de la démagogie, du populisme, pour continuer à faire gagner son camp. Le problème, c'est quand le leader doit quitter la scène. Ça, c'est vu dans le passé, dans un passé récent. Quand Chavez a quitté la scène, Maduro n'a pas réussi à se faire élire aussi bien. Et oui, parce que le charisme, ça ne s'hérite pas. Le charisme, c'est quelque chose d'idiosyncrasique. Et aujourd'hui, la vraie question sera celle de la succession. On peut imaginer que Modi va gagner les élections en 2024. Pourra-t-il les gagner en 2029 et sinon, comment est-ce qu'on succède à Modi et là, on rentre dans une terra incognita et c'est le moment où le danger est encore plus grand pour une société. Il l'est très grand aujourd'hui déjà, mais les transitions comme celle-ci seront des transitions vraiment délicates à négocier. Merci Christophe de ce large panorama d'une belle richesse et on pourra retenir plusieurs points clés. D'une part, la position géostratégique de l'Inde qui, on l'a bien compris, est celle d'un pays très indépendant qui joue la carte de ses intérêts et ne veut rien devoir à personne. Et d'autre part, les modalités des relations stratégiques France-Inde devraient faire l'objet de débats avec notre représentation parlementaire afin de mieux mesurer les enjeux et les conséquences à moyen terme de nos décisions et pas uniquement considérer les objectifs économiques de court terme. D'autant, et c'est un deuxième point clé que tu as mis en lumière, qui est au cœur de cet entretien, nous devrions tenir compte d'une situation en Inde qui n'a plus grand-chose de démocratique. Tu as de nouveau ressouligné la dérive autoritaire de ce pays avec son lot de privation de liberté, de pression sur les minorités, de détérioration du fonctionnement des institutions, et enfin sur ce nationalisme qui est bien ancré maintenant dans la société indienne.
tout cela met à mal l'existence d'une réelle démocratie. Pour finir, tes derniers mots sur l'évolution ne manqueront pas de faire réfléchir celles et ceux qui vont replonger leur regard et leurs analyses sur l'Inde. Merci et à bientôt.